située non pas au collet des glandes de Lieberkühn, mais à la partie moyenne des glandes de Lieberkühn, ici sur l'image en vrai. C'est là qu'il faut se représenter la zone dont on va parler, qui est la zone germinative de l'épithélium. C'est là qu'on trouve des cellules souches qui sont à l'origine du renouvellement de l'ensemble des cellules épithéliales du système. Et ce qui fait que, mine de rien, là encore, à partir de la zone germinative, elle est un peu plus bas qu'au niveau de l'estomac, vous l'avez compris, puisque c'est partie moyenne des glandes et non pas collet. Enfin, ça ne change pas grand-chose sur le plan au-delà du détail. À partir de cette zone germinative, il y a deux courants de cellules. Un courant de cellules qui vont aller glisser le long de la basale pour former l'épithélium de revêtement des villosités notamment, et finir par être éliminé à la surface de la villosité. Là, ça dure 7 jours. Entre le moment où des cellules de la zone germinative, des cellules souches entre guillemets, s'engagent dans le programme de différenciation et vont devenir notamment des entérocytes ou des cellules caliciformes avant d'être éjectées du système à la partie haute, 7 jours. Tandis qu'à la partie profonde, d'autres cellules, suivant un autre courant de migration, vont aller vers le bas et vont devenir les cellules qu'on trouve à cet endroit, parmi lesquelles il y aura aussi des entérocytes et des cellules caliciformes, mais aussi quelques cellules particulières. Là, le rythme de renouvellement est beaucoup plus long et c'est plutôt en termes d'un mois qu'il faut concevoir l'évolution des cellules. Tiens, une zone germinative à partir de laquelle l'évolution des cellules est différente d'un versant ou de l'autre. Pas tellement banal, ça mérite qu'on le signale. Les glandes de Lieberkühn, organisation et structure, je vous ai déjà dit qu'on les trouvait au niveau de l'intestin grêle comme du côlon rectum, que ce sont des glandes qu'on a décrites au début comme des invaginations de la surface dans la profondeur, et pour lesquelles, pour résumer les choses, on peut dire que l'épithélium est assez voisin de l'épithélium de surface, parce qu'on y trouve bien des cellules caliciformes qu'on voit bien ici, qu'on y voit bien que ces cellules caliciformes sont séparées par d'autres éléments, mais on voit dès les colorations de routine, ça c'est une hématéinéosine toute bête, qui a d'autres populations cellulaires, et notamment la partie profonde, ces cellules pleines de granulation, qui ont une activité de type réactionnel, on ne va pas y assister beaucoup aujourd'hui, mais dont on va rappeler qu'elles sont appelées cellules de Paneth, en hommage à celui qui les a décrits le premier. Voilà la situation de base, voilà les trois populations cellulaires principales des glandes de Lieberkühn, et les vieux traités d'histologie au début vous indique que les glandes de Lieberkühn sont des glandes situées dans le chorion de la muqueuse intestinale, au niveau de l'intestin grêle comme du côlon, où l'on trouve le même épithélium qu'en surface, avec notamment des cellules caliciformes et des cellules à plateau strié, et d'autres populations, en particulier des cellules bizarres, parce qu'elles sont pleines de granulation et eosinophiles, égale ceci. Au passage, il y a des variations topographiques, là encore, et même les descriptions anciennes insistent sur le fait que plus on s'éloigne de la région pylorique et on va vers l'extrémité du tube digestif, plus la quantité de cellules caliciformes augmente. Et à contrario, plus on s'éloigne du haut et plus on va vers le bas, plus le nombre de cellules de Paneth diminue. Alors, interprétation physiologique. On sait aujourd'hui que la cellule clé la plus importante pour la région de l'intestin grêle, c'est l'entérocyte avec son plateau strié parce que c'est la région d'absorption, parce que c'est au niveau des microvillosités du plateau strié que se fait l'absorption. On sait que le mucus des cellules caliciformes a un rôle complémentaire et qu'en venant s'étaler à la surface du plateau strié, il forme là un micro-territoire, un glycocalix amélioré, si vous voulez, de mucus, où un certain nombre de produits de dégradation des aliments peuvent circuler de façon relativement plus lente qu'au centre et donc être absorbé. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous signale au passage, pour ceux qui aiment les historiques, qu'au début, ceux qui ont vu les cellules caliciformes en premier, on est dans les années 1840-1850, ont eu l'impression que c'était des petites bouches à l'intérieur de l'intestin et se sont dit, tiens, c'est là que se fait l'absorption. Donc au début, dans des très vieux traités, pour ceux qui remonteraient dans des vieux grimoires, on trouve les cellules caliciformes décrites comme des bouches d'absorption dans l'intestin. À oublier, j'aurais peut-être pas dû vous le dire d'ailleurs même. Mais... Bon. Description, la description de base, c'est donc celle-là. Et en résumé, si on va très vite, glande de Lieberkühn, ça sera pour le microscope, mon enseignement dirigé, glande de Lieberkühn égale une glande à repli de l'épithélium de surface en profondeur. C'est plus compliqué quand même, et on décrit aujourd'hui, dans l'ensemble du système, non pas 2 ou 3 populations cellulaires, mais un petit peu plus. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à côté des cellules souches,
cette zone-ci. Des entérocytes à plateau strié, des cellules caliciformes, avec leurs deux parties, le pied ici et puis là, ce qui a été appelé autrefois la thèque, c'est-à-dire la partie où le mucus est accumulé. À côté de ces populations cellulaires, il y en a d'autres. Il y a bien sûr les cellules de Paneth avec leurs granules à la partie profonde des glandes, mais il y a aussi des cellules qui ont été décrites au début parce qu'elles présentaient des granulations analogues à celles qu'on trouvait dans les cellules de la médullo-surrénale. Et au début, ça a attiré l'attention sur des cellules qui ont été définies par leur affinité pour un certain nombre de sels, notamment des sels de chrome. Et c'est défini ce qu'on appelait des cellules chromaffines ou des cellules entérochromaffines. Aujourd'hui, on ne parle plus de ces populations. On dit qu'il y a dans le tube digestif, dispersés à différents endroits, on a vu qu'il y en avait au niveau de l'estomac, on est maintenant en train de dire qu'il y en a au niveau à la fois de l'axe des villosités et des glandes de Lieberkühn, des populations de cellules qui ont une signification endocrine, qui fabriquent des hormones de nature particulière, et qui sont des cellules contenant des grains de sécrétion témoignant de la sécrétion de gastrine, etc. Vous avez peut-être commencé à voir la liste de ces différents facteurs, parce qu'il y en a de nombreux, qui sont fabriqués par les cellules endocrines du tube digestif. On ne va pas rentrer dans les détails de cette liste aujourd'hui, mais il faut quand même bien sûr que vous sachiez qu'il y a des populations de cellules endocrines dans le tube digestif. Cellules neuroendocrines, cellules caliciformes entérocytes, cellules souches. En bas, également des cellules équivalentes, mais aussi nos braves cellules de Paneth décrites précédemment. C'est l'essentiel des cellules qu'il faut connaître. Il y en a d'autres, en particulier des petites cellules qu'on appelle les tuft cells en anglais, les cellules à houppette chez nous, qui ont des petites microvillosités en surface, qui ont sans doute une capacité, là encore, de type réactionnel, et qu'on décrit volontiers aussi, elles ont la même origine que les autres. Toutes les cellules, toutes les populations cellulaires épithéliales qui sont présentes soit en surface des villosités, soit à la profondeur, se forment à partir de nos braves cellules souches de la partie moyenne du collet des glandes. Donc ici, selon deux courants de migration, un courant vers le haut, un courant vers le bas. Bon. Au passage, on l'a dit tout à l'heure, des variations territoriales. Regardez ici, comme la muqueuse intestinale, elle est pas mal coupée au microscope. Elle possède un socle, une partie profonde avec du chorion. La musculaire muqueuse est ici, là où je passe le curseur. Ce n'est pas coloré très vivement, mais là c'est un immunomarquage pour des cellules à houppette. Vous voyez ici la zone de la musculaire muqueuse, vous voyez ici la zone de la partie profonde de la muqueuse, le socle, comme on a dit qu'on pouvait l'appeler éventuellement, le socle de la muqueuse. Vous voyez qu'il y a des glandes de Lieberkühn et du chorion interglandulaire, et vous voyez c'est magnifique, ces très hautes villosités ici, qui vont vers la surface. Dans les zones où l'absorption est importante, c'est-à-dire surtout la partie proximale du jéjunum, et même de l'iléon, dans les zones où c'est important, la hauteur des villosités est importante. Et on en reparlera dans quelques instants. On peut assez facilement, pourvu que les coupes histologiques, si on fait une biopsie intestinale chez un enfant ou un adulte, pour étudier la valeur de la fonction de l'intestin grêle, ce sont en général des biopsies duodénales faites lors de fibroscopie haute qu'on utilise, eh bien, on peut, en orientant correctement les prélèvements, apprécier la hauteur des villosités par rapport à la hauteur de la zone des glandes. Dans les territoires où l'absorption est importante, quand les villosités sont normales, leur hauteur, le rapport entre la hauteur des glandes, des villosités et la hauteur des glandes est de l'ordre de 5:1. C'est ce qu'on voit ici, des villosités qui sont hautes. En d'autres termes, si vous voyez des images chez un patient suspecté de malabsorption avec des villosités de ce style, la muqueuse est normale, il n'y a pas le signe qu'on peut voir en cas de maladie de l'intestin grêle qui s'accompagne de malabsorption, il n'y a pas d'atrophie villositaire. L'atrophie villositaire, pour l'apprécier, il faut connaître la structure normale des villosités dans le territoire qu'on biopsie. Et donc, l'une des façons les plus simples, c'est d'étudier le rapport entre la hauteur des villosités et la hauteur de la zone des glandes de Lieberkühn. Autre cellule, est-ce qu'il y en a? Oui, là encore. L'intestin grêle, la région villositaire comme le reste, correspond à un territoire réactionnel
Et on peut trouver des cellules de signification réactionnelle dans le chorion, soit dans le chorion de l'axe des villosités, soit dans le chorion profond, où tous les traités d'histologie vous diront, vous pourrez lire qu'on trouve des polynucléaires, des lymphocytes, des plasmocytes, des macrophages, etc., présents dans le chorion. Voici ici un chorion normal d'un intestin grêle, avec quelques-unes de ces cellules, des plasmocytes, des éosinophiles ou des mastocytes ici, avec les granulations intracytoplasmiques, de façon physiologique. Là encore, il y a de façon physiologique dans l'épithélium, et notamment dans l'épithélium des villosités, des lymphocytes qui traversent l'épithélium, qui sont le siège de ce qu'on appelle une exocytose lymphocytaire. Et il est physiologique de trouver dans l'épithélium des villosités intestinales des lymphocytes intraépithéliaux qui font partie ou qui sont à part entière des éléments normaux de la structure épithéliale. On estime que normalement, on peut trouver jusqu'à un lymphocyte pour 5 cellules épithéliales. Mais dans certaines affections, notamment dans des maladies cœliaques, syndrome de malabsorption, on peut avoir une augmentation importante du nombre de lymphocytes intraépithéliaux. Et ça aussi, c'est un critère qu'il faut prendre en compte dans l'interprétation des biopsies digestives qu'on peut être amené à faire dans la prise en charge de tel ou tel patient. Cellules de Panette déjà vues, lymphocytes intraépithéliaux, dans des régions où il y a des lymphocytes intraépithéliaux, comme ici, au-dessus d'un follicule lymphoïde. Là, c'est un peu triché pour être honnête, mais regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement que l'épithélium, ici, présente dans son épaisseur des lymphocytes. Des petits noyaux très denses qui traversent. Et le compte des lymphocytes intraépithéliaux, ça ne demande pas une intelligence particulière, ça demande juste de savoir compter le nombre de petits points, le nombre de petits lymphocytes qu'il y a dans l'épithélium à tel ou tel endroit. Donc c'est pas très compliqué, il faut bien le reconnaître. Ces lymphocytes intraépithéliaux, cela dit, et les autres cellules réactionnelles amènent donc à insister à nouveau sur le fait qu'il y a un tissu lymphoïde associé à la muqueuse dans ce territoire intestinal. Il y a un MALT, un GALT, que ce tissu lymphoïde peut se présenter de façon relativement diffuse, des cellules réactionnelles ici ou là dans le chorion, des lymphocytes à tel ou tel endroit. De dire qu'on peut caractériser ces lymphocytes, et au passage, les lymphocytes qui sont présents dans l'épithélium de revêtement des villosités sont essentiellement des lymphocytes T, lymphocytes du système de l'immunité cellulaire, et de façon très prédominante, des lymphocytes T cytotoxiques, les lymphocytes T8, dont vous avez peut-être déjà entendu parler ici ou là, et qu'évidemment, il y a des variations de la présence ou de l'importance de telle ou telle sous-population lymphocytaire en fonction du territoire digestif ou en fonction du territoire de la muqueuse que l'on doit apprécier. Il y a aussi à côté des éléments diffus, des éléments organisés. On peut trouver de façon physiologique des follicules lymphoïdes au sein de la muqueuse ou de la sous-muqueuse. Et les anatomistes décrivent même depuis longtemps, on l'a évoqué la dernière fois je crois, mais on va le redire ici, la présence dans l'iléon terminal de formations lymphoïdes allongées, visibles macroscopiquement au niveau de la muqueuse, qui s'appellent les plaques de Peyer. Ces plaques de Peyer qui sont caractéristiques d'un territoire de l'intestin qui est l'iléon terminal, la partie terminale de l'iléon près de la valvule iléocécale, ne sont rien d'autre que de grandes formations lymphoïdes, ce que n'imaginez pas Peyer à son époque, mais ce qu'on sait aujourd'hui très bien, puisque une plaque de Peyer ici, qui se présente comme un élément un petit peu bizarre, si on ne sait pas ce que c'est, à dire une espèce de soulèvement, d'épaississement de la muqueuse au niveau d'un territoire iléal distal, eh bien, correspondent au plan histologique lorsqu'on fait des coupes à, et ça avait été bien vu dès les premières observations histologiques, bien sûr, à sous la muqueuse, dans un territoire où il y a habituellement donc tous les autres éléments au voisinage, sous la muqueuse ou dans la muqueuse ou dans la sous-muqueuse, de très nombreux follicules lymphoïdes dont vous devinez ici qui sont secondaires puisqu'ils ont ce centre clair tout à fait caractérisé, tout à fait bien caractérisé. Au passage enfin, tissu lymphoïde égale et follicule lymphoïde égale région où se font des réactions particulières faisant intervenir des antigènes et la présentation d'antigènes à des cellules immunocompétentes. Et là où des follicules lymphoïdes sont situés au contact de la surface, dans la muqueuse intestinale, on a souvent une micro-anatomie particulière qui est résumée ici sur
ce schéma d'un fragment d'intestin grêle, des villosités, une zone de chorion ici où on a relativement peu de structures villositaires au-dessus, mais où des follicules lymphoïdes sont au contact de la surface. Et c'est à cet endroit-là, que on voit ici sur un côlon à peu près la même chose, un fragment ici de muqueuse avec ce qui est le socle de la muqueuse intestinale, puisque c'est du côlon ici, on n'a pas les villosités, mais on voit bien ici qu'il y a un volumineux follicule lymphoïde avec un centre germinatif, et on voit que dans la région de l'épithélium de surface qui est ici juste au contact, eh bien, il y a une zone de chorion qui est très mince, très petite, avec un épithélium qui est relativement aminci lui aussi, et c'est là qu'on vous décrit ce pourquoi j'insiste sur ça, au niveau du grêle comme du côlon, donc, la présence dans l'épithélium d'une autre population de cellules qui ne correspond pas à celle précédemment décrite, qui s'appelle les cellules M, qui sont des cellules épithéliales qui ont une particularité, c'est d'être capables de capter un antigène et de le processer, comme disent les amateurs des anglicismes, de le modifier pour le présenter aux lymphocytes. Donc il y a dans l'épithélium même, dans certains territoires, là où des follicules lymphoïdes sont très près de la surface, des cellules épithéliales particulières qui permettent de présenter l'antigène aux cellules immunocompétentes. Donc il y a bien là aussi une espèce de un bout d'épithélium, quelques cellules épithéliales et une formation lymphoïde, on pourrait presque dire un micro-organe lymphoépithélial. C'est un follicule lymphoïde de la muqueuse. Voilà pour quelques-uns des détails dont je voulais vous gratifier, si je puis dire, aujourd'hui. Deuxième point dont j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui un tout petit peu, ce sont les villosités intestinales. Les villosités intestinales, on les connaît depuis très longtemps, et Liberkun et les autres, ça n'est pas une affaire récente, ça date du XVIIIe siècle, qui a décrit la présence de ces expansions particulières qu'on ne trouve chez l'adulte qu'au niveau de l'intestin grêle. Déjà dit, mais on le redit. Ces villosités intestinales, ce sont, dans leur définition, des replis de la muqueuse, je dis bien. Et on ne va pas changer ce point. Ce sont des replis de la muqueuse qui correspondent à une différenciation microscopique qui favorise l'absorption. Ça n'a rien pour nous surprendre, surtout que je vous l'ai déjà dit 5 ou 10 fois depuis le dernier cours. Commencer à répéter aujourd'hui, parfait. Mais il y a d'autres mécanismes qui favorisent l'absorption. Et ces autres mécanismes sont de deux types. Il y a premièrement ce qu'on appelle les valvules connivantes. Ça, je ne sais pas si en anatomie on vous les a déjà décrites dans le détail, mais on va dire que sur la quasi-totalité du grêle, il y a des petites variations topographiques, il existe des replis, ou les valvules de Kerckring. Kerckring, on ne vous l'a sûrement pas dit en anatomie, puisqu'ils n'aiment plus les noms propres maintenant, mais bon, ou les pliqués, non, rien du tout. Bon, on n'a pas parlé alors. Ces valvules connivantes sont des replis non seulement de la muqueuse, mais également de la sous-muqueuse. Elles forment des replis qu'on voit assez bien à l'œil nu, c'est pour ça qu'elles ont été décrites il y a fort longtemps, et où l'on voit, comme ici, que sur une paroi digestive en 5 couches, muqueuse, musculaire muqueuse, le petit trait rosé ici, sous-muqueuse, musculeuse, avec le plan mi-entérique, un bout de séreuse qui est en dehors de la photo, donc ce n'est pas la peine de l'imaginer, mais paroi en 5 couches égale digestif. Épithélium de surface. Je suis d'accord qu'à ce grossissement, on ne peut pas en dire grand-chose, mais on voit bien que la muqueuse est hérissée de villosité. Le seul endroit où il y a ça, c'est de l'intestin grêle. Donc on est bien dans du grêle. Ce d'autant que, premièrement, il existe ici un repli important constitué à la fois de sous-muqueuse, de musculaire muqueuse et de muqueuse, qui correspond aux valvules connivantes. Il y en a sur le grêle, il y en a un certain nombre, pratiquement 1000, nous dit-on. 800-900, et chacune de ces valvules connivantes est donc un repli de la partie superficielle de la paroi quand même, de la partie la plus molle de la paroi, un repli, dont la signification va être d'augmenter la surface de l'interface entre la paroi et la lumière. Il y a quelques années, un auteur qui s'appelle Wilson a eu la fantaisie de calculer un tout petit peu, et il a calculé, il a estimé que le repli, la présence des valvules connivantes aboutissait à augmenter par 3 à peu près la surface, l'interface entre donc la paroi et la
lumière du tube digestif. Les villosités, elles sont à une autre échelle. Elles sont ici, les villosités intestinales. Et les villosités intestinales, en complément des valvules connivantes, sont des replis de la muqueuse qui font projection dans la lumière et qui, évidemment, ont comme conséquence, elles aussi, d'augmenter l'interface entre le tissu et la lumière. Et là, Wilson a calculé que le facteur d'augmentation serait de l'ordre de 10. Donc, avec les valvules connivantes et les villosités, on augmente déjà par un facteur.